Bienvenue à la causerie de ce lundi. On l'annonçait dans l'introduction, nos reporters vont faire le grand débriefing. Dans une première partie, évidemment, bien avant, notre consultant et chroniqueur politique Agapit, Napoléon Maforican. Oui. Et du jeudi au samedi dernier, nous avions sur le terrain Marouf Abiola Boussari, que vous avez certainement entendu à l'occasion de nos éditions et aussi à l'occasion de nos émissions spéciales. Marouf Abiola Boussari, bonjour. Bonjour, j'espère Chédé. Bonjour, Lalé Soso. Bonjour. Comment ça va ce matin? Je me réjouis d'être en forme. J'espère que vous allez également très bien. Oui, ça va. Latif Boni, bonjour Latif. Le duo, bonjour. Bonjour à chacun et bonjour à tous. Bonjour Latifou. La première question s'adresse à vous. Que peut-on retenir de ces 3 jours de périple? La capacité des Béninois à surprendre, la capacité des Béninois à changer d'une minute à une autre, d'un instant à un autre, d'état d'âme, la capacité des Béninois à envoyer des signaux peut-être d'espoir, mais des signaux tout à fait agréables pour les plus jeunes que nous sommes et pour plus jeunes que nous d'ailleurs, la capacité des cadres politiques béninois à tout à fait, assimiler cette pratique-là qu'est la politique, à savoir que c'est une grosse adversité où on se broie bien évidemment, mais sans être ennemi. C'est une adversité qui est loin d'être une inimitié. Et la capacité d'assimiler ça, de mettre ça en pratique à la fois dans le gestuel, à la fois dans le discours, mais à la fois, dans ces souris, dans ces éclats-là, cette capacité-là, on peut la retenir et surtout, l'entretenir, l'enseigner à travers les images, les émissions que Gilles Olali, vous avez pu faire à ce sujet, ventiler ces souris-là qui quand même ne font pas oublier les moments difficiles que nous avons vécus, mais qui tranchent quand même avec, notre oubli du fait que la politique, c'est un espace où effectivement on se tue. Dans le sens positif, en tout cas dans le sens le moins méchant de ce mot-là. On se tue, mais sans quand même, transformer cette tuerie-là, intellectuelle, politique, en une véritable tuerie. Je pense que ce sont des images que aujourd'hui nous allons faire. Oui, ça nous a marqué. Je pense aussi que c'est cela qu'il faudra garder, qu'il faudra ventiler, qu'il faudra, faire voir aujourd'hui aux gens, mais surtout à la jeune génération. Parce que le plus souvent, quand les problèmes se posent, vous vous souvenez, c'est la jeunesse parfois qui est facilement, manipulable. C'est elle qui se perd rapidement. Donc, ces images-là, quand elles sont ventilées, cette chose à retenir, quand elle est rappelée, je pense que c'est une leçon pour la jeunesse. La jeunesse. Marouf Abiola, vous êtes sur le terrain. D'abord, quelle a été l'ambiance et quelle est votre appréciation par rapport à ça? Oui, mais permettez-moi d'ajouter et d'aller un peu plus loin pour dire que à cette rencontre, ces 3 jours de rencontre aussi, a permis de démontrer la maturité de l'intelligentsia politique des Béninois là. Donc je pense que c'était dans une ambiance conviviale, ambiance bon enfant. Tout s'est bien déroulé. Je pense que les cadres ont su faire preuve d'humilité pour faire face à l'intérêt supérieur de la nation, pour véritablement oublier ce qui s'est passé, s'entendre pour une amélioration de notre condition politique, de tout ce qu'il y a eu, la crise, vous savez. Donc, je pense que l'ambiance était conviviale et vous allez le voir même à travers certains partis politiques. On n'espérait pas que d'autres allaient pouvoir échanger. Mais là, ils se sont salués. Vous avez vu par exemple l'ancien ministre Djimba avec l'honorable Rachidi Badamassi. Vous avez vu également le président quand il était satisfait des discussions et qu'il est parti même saluer l'ancien ministre Djimba. Et il a salué également toutes les partis FCBE pour dire merci. Moi, je pense avoir entendu merci quand même. C'est quand même fort ces moments-là. Et c'était vraiment bien et cool quoi. Voilà, justement. Mais le journaliste, c'est l'historien du présent et vous avez été témoin de l'histoire puisque ça restera dans les mémoires de toutes les façons. Latif Bouni, est-ce que c'était difficile d'assurer la couverture d'un tel événement? Comme tous les événements sur lesquels les présidents se positionnent, sont concernés. Oui. Je peux me taguer, Gilles Christ, d'avoir une petite expérience d'au moins 2 mandats
mandats avec deux personnalités différentes. Oui, à tout moment, quand il s'agit de couvrir des événements, on va dire présidentiels, c'est compliqué. D'abord, le téléphone, vous savez, tout de suite c'est brouillé et puis on n'a plus accès à on va dire l'internet. Ensuite même on a envie d'être en contact avec la rédaction qui compte sur nous parfois pour être, on va dire, au parfum, au fur et à mesure. Mais ça, patatras, c'est pas possible. Heureusement que dans ce cas, le dispositif mis en place par les responsables de la télévision a permis quand même d'avoir des gens, des reporters mobiles, des reporters fixes, Maroufou en main courante, reporter mobile. Ensuite, Théodule qui assurait la transition à la fois entre l'équipe mobile, l'équipe fixe que moi je coordonnais avec ma chère dame Esther. Et puis, à la caméra, bien évidemment. Et donc, la transition à ce niveau, mais surtout aussi entre ces deux équipes-là et la rédaction. Donc, c'était compliqué. Ça a exigé plus d'énergie, plus de permanence parce que, vous savez, à part la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de couverture, en réalité, la presse n'était pas conviée à la suite des activités. Donc, le reste, il fallait glaner, il fallait avoir, on va dire, certaines complicités, certaines entrées à l'intérieur avant d'avoir quelques éléments en réalité des discussions. Bien évidemment que on pouvait compter sur Maroufou et sur le reste de l'équipe pour ces entrées-là. Est-ce que c'était aussi difficile? Oui, parce que la salle, le palais des congrès est en réflexion. C'est parce que, voilà, c'est un événement exceptionnel. Sinon, ceux qui géraient le chantier n'allaient pas permettre l'occupation. Donc, bien évidemment qu'il y a une certaine touche de modernité par rapport à l'organisation des événements qui est en train de souffler ce lieu-là. Cette touche-là de transformation du lieu n'est pas encore finie. Donc, ça fait que des cabines techniques, par exemple, à certains moments, nous, on n'avait pas le son. Il fallait suivre les lèvres des pratiques, ou plutôt des communicateurs, des acteurs pour pouvoir imaginer ensuite utiliser d'autres moyens parce que à la fois, vous n'avez pas le son, il n'y a pas de téléphone. Oui, c'était compliqué, mais on est peut-être un peu habitué, on a su un peu, comme on le dit, jongler, histoire de ne pas être en retard sur les événements. C'était un peu difficile, mais c'est le quotidien du journaliste, des jeunes journalistes que nous sommes, que de savoir, on va dire, réagir. Sinon, tout le monde serait journaliste. C'est ça. Marou Fabiola Boussari, vous n'avez pas vécu la même difficulté que Latifou, puisque vous n'étiez pas ensemble. Non, pas du tout. Moi, j'étais au dehors, j'étais sur l'esplanade et tout allait bien. Il faut dire que à ce niveau-là, juste, c'est 10 minutes avant l'arrivée du président, on sentait quand même une forte sécurité autour du palais des congrès. Vous voyez? Donc, on savait où rester. Et comment agir? Les militaires qui étaient là nous avaient donné des consignes et qu'il fallait suivre. Mais en tout cas, il y avait cette possibilité-là d'aller et de venir. Et à tout moment, vous pouvez interviewer qui vous voulez. Et tous les politiques qui étaient présents quand même étaient disponibles à répondre. Et ça, c'était vraiment formidable. C'est de l'ouverture. De l'ouverture, de part et d'autre. Ils n'étaient pas compliqués. Quand tu leur adresses la parole, ils étaient quand même contents même de répondre parfois, de justifier des opinions, de justifier leur position et de dire également pourquoi ils sont venus à cette rencontre, à ces assises. Exactement, même justifier les retards. Vous avez vu Théophile Yarou, par exemple, à l'ouverture, c'est après le retrait du président que la délégation des FCBE est venue et avec en tête les trois anciens ministres, Djimba, il y avait Théophile Yarou, il y avait Paul Rompé, qui étaient quand même free, disponibles et qui ont répondu, ouverts et qui ont répondu à nos questions. C'était quand même très bien, formidable. Il faut remarquer, ce que j'ai aussi remarqué, c'est que lors des pauses, il y avait, on voyait des petits groupes des partis politiques un peu partout sur l'esplanade qui chuchotaient, qui se parlaient, ils discutaient sur les directives à prendre en ce qui concerne tel ou tel sujet qui aurait amené la suspension lors des débats. Donc c'était quand même bien. Et lorsqu'on s'approchait d'eux également, ils n'étaient pas compliqués. Ils nous disaient c'est parce qu'il y avait ça que nous nous sommes retrouvés pour discuter, nous nous sommes retrouvés pour prendre
ensemble un point commun. Regardez par exemple à la dernière, comment on appelle, au dernier jour, l'arrivée du président était prévue pour midi. Mais finalement, nous avons commencé à 15 heures par là. Mais oui, on s'est rapproché des gens pour savoir, mais qu'est-ce qui se passait? Les politiques nous ont dit, mais dans le rapport qui a été déposé, il n'y avait que les points de consensus, alors que certains partis souhaiteraient que tous les points soient dans ce rapport. Donc il fallait s'entendre pour savoir où mettre ces points pour qu'en fait le président ait tous les rapports. Quant à lui de choisir de faire ce qu'il veut, et je reste convaincu qu'avec la satisfaction du président, qu'avec sa manière avec son état d'esprit ce jour-là, sa disponibilité, je pense que moi je n'attends que le mercredi après-demain. D'accord, moi je n'attends vous mettez déjà la charrue. Je voudrais juste souligner quand même, c'est vrai qu'on a dit que c'était agréable, c'était facile, mais il faut quand même noter, ça peut-être parce que j'étais un peu, on va dire, en avance dans le déploiement que Marouf. Il faut remarquer quand même que le jour de l'ouverture, ce jeudi-là, 10 spécial pour certains, mais surtout spécial pour tous les Béninois, ce jour-là, en début, il y avait quand même, on va dire, une certaine incertitude, il y avait une certaine gravité avant le discours du chef de l'État. Il y avait des réserves. Je pense que s'il était donné à un journaliste de faire des interviews avant le discours du chef de l'État, ça aurait pu être les interviews les plus compliquées à arracher. Il y avait une certaine réticence, une certaine réserve, et ça se lisait dans certains visages. L'attente. Il y avait comme une grosse attente. Mais je pense que c'est normal, c'est une appréhension. Tout à fait, tout à fait. Et donc, je pense qu'il y a eu deux éléments, qui ont, on va dire, donné le ton à tout ce qui a suivi, qui ont des éléments comme qui ont bousculé en réalité les choses. C'est notamment le discours du chef de l'État. Un discours qui obligeait en réalité les gens, on va dire, à se vider, qui obligeait les gens à ne pas parler selon leur position, mais à parler en regardant le Bénin comme étant une chose pour laquelle, à préserver. Et ça, je pense que ça a tout changé à partir du retrait du chef de l'État. Et même, je vais parfois à imaginer que le chef de l'État peut-être aurait fait un discours autre que celui qu'il a fait, qu'on n'aurait peut-être pas vu la FCBE. Parfois, je vais même à imaginer ça. Compte tenu de ce que vous avez vu. Oui, compte tenu de ce que j'ai vu avant son discours et compte tenu du fait que c'est après son discours, son retrait quelques minutes, que cette délégation de FCBE. Et donc, je pense que c'est ça la clé en réalité de ce qui s'est passé. Ensuite, effectivement, quand le chef de l'État donne ce ton-là et que la communication aussi de l'événement a été orientée tel que ça a été orienté, on n'avait pas à cacher quelque chose. En fait, le président, le gouvernement béninois, le président de la République ne voulait pas que les choses soient cachées au peuple en réalité. Que les discussions, dans leur teneur, dans leur orientation, dans leurs difficultés et parfois dans leur facilité, soient cachées au peuple béninois. Ça dit que de votre position à vous, puisque vous étiez dans une position un peu plus confinée que Marouf par exemple, avez-vous vraiment accès à toutes les informations et en temps réel? Non. Pas moi, pas Marouf, pas aucun journaliste n'avait mais il y a eu quand même, la presse, le Bénin a eu la chance. Parfois, il y a des suspensions. Parfois, les gens sont dehors, en petits groupes, ça échange. Et là, c'est des occasions où les journalistes guettent. Avec des entrées, subtilement, avec des entrées entre deux mots d'affinité entre journalistes politiques et hommes politiques. Oui, parfois, on sait que là, c'est difficile. On sait que on a même parfois certains noms, des gens qui sont ciblés comme étant des responsables des blocages, des choses bien évidemment parfois difficiles à relayer, bien évidemment, mais tout ça, toute cette difficulté-là, à un moment donné, a trouvé des solutions d'être dépassées, des moyens d'être dépassés par eux, les politiques. Donc, finalement, oui, il y a eu de la facilité, mais
à un moment donné, il faut quand même dire aux Béninois que ce ne fut pas un cadeau pour les délégués, ce fut un temps quand même éprouvant pour eux. Par moment, un temps d'adversité discursive, hein, mais l'intelligentsia béninois, comme l'avait souligné Maroufou, est quelque chose d'extrêmement fort. Parfois, ça vous saisit, ça vous transcende et fait effacer votre adversité. Et donc, on a eu la chance, effectivement, de l'avoir retrouvé, cette intelligentsia-là. Maroufou, la pression était-elle grande? Pas véritablement. Le premier jour, oui. Vous savez, pour tout événement, on se dit comment ça va se passer. Comment on va se prendre? Est-ce que les gens seront ouverts? Est-ce qu'ils vont pouvoir discuter avec nous? Le premier jour, oui. Mais après le retrait du chef de l'État, quand on a vu cette délégation de FCBE, pour moi, tout est entré dans l'ordre, parce qu'il faut peut-être le noter, il faut avoir peut-être l'honnêteté de le dire, parce que si peut-être ils n'étaient pas là, on aurait peut-être une autre tournure. Mais moi, je pense que le chef de l'État a fait un discours comme un chef militaire. Lorsque les ordres sont bien donnés, l'application reste facile. C'est que les directives ont été bien données. C'était un discours vraiment qui a orienté, qui a donné les objectifs de ce débat. Et je pense que les délégués ont reçu le message et l'ont appliqué comme ça se doit. Parlant justement de pression, comme Lali le disait, on se rappelle, le jeudi dernier, nous avions fait une heure supplémentaire sur le matin jusqu'à 9h30, où on cherchait coûte que coûte à vous avoir en direct. Latifou, lui, il était carrément joignable vu sa position. Et je le disais même à l'antenne, finalement, Marouf, avec qui on était en communication, on l'appelle, on dit, bon, tu passes à l'antenne. Finalement, est-ce que ça s'est bien passé sur le terrain ou pas? Parce qu'il n'avait pas eu vraiment le temps de se préparer pour ce direct. Exactement, je n'avais pas eu le temps. Vous m'aviez appelé, vous m'avez dit, bon, on passe. Mais il faut dire qu'il y a aussi la chance qui suit partout. Il faut reconnaître qu'on a eu cette chance-là. Parce que moi, vous m'avez appelé, je me disais en même temps, qu'est-ce que je vais dire? Il n'y a que le discours du chef de l'État qui se passe à l'intérieur. Moi, j'étais à l'extérieur, mais je n'ai pas encore capté le discours du chef de l'État. Le contenu. Qu'est-ce que je vais dire? Mais toujours est-il que dans les actions, dans les assises comme ça, il faut un discours qui lance les objectifs, un discours qui prépare au travail qu'il y a à faire, un discours véritablement qui va apaiser les esprits et donner aux délégués les tâches qu'ils doivent accomplir. Donc, je me disais ça, il fallait dire ça, mais là, je décroche l'appel et je vois le DEF de l'État parti, je vois la délégation de FCBE venir, je dis bon, il y avait quelque chose à dire. Il y a du contenu. C'était même le scoop on ne s'y attendait pas. Marouf dit à l'antenne, bon, FCBE est là. Et le chef de l'État est parti. On se dit pas, François Xavier était là. Ils se sont rencontrés. Le chef de l'État partait, FCBE venait. Oui, ils se sont croisés. Ils se sont croisés. Le chef d'État partait, vous savez. Et ils ne pouvaient pas attendre quand même. Oui, c'est normal. C'est pas dans le protocole. Voilà, mais je suis sûr qu'ils se sont vus quand même. Au niveau de la communication, ça a cafouillé à un moment donné, bien évidemment, avant l'ouverture, avant le début des travaux. Avant le début des travaux. Ça a cafouillé parce qu'à un moment donné, effectivement, on avait remarqué l'absence de FCBE, mais on n'a pas remarqué une autre absence, ou du moins, en tout cas, elle ne s'est pas fait sentir l'absence de DUD. À un moment donné, oui, les collègues, les confrères, Canal 3, Golf, Vérification à l'appui, ont dit avoir vu des délégués de DUD, mais pas les grandes figures de DUD. Et il m'a semblé même que même dans la salle, la présentation, bien évidemment, des délégations invitées, des délégations présentes et celles qui n'étaient pas là, oui, DUD avait été considéré comme dans la salle. Donc, ça fait que dans les éléments, pratiquement au niveau des médias, dans les éléments, les premiers éléments de couverture, on a dit, tout le monde était là. Ça a cafouillé. Il a fallu d'abord le début des travaux pour l'installation du présidium, la désignation des porte-paroles des 9 délégations pour qu'on sente que quelque chose se passait. À ce niveau-là, ça a vraiment un peu cafouillé. Et effectivement, il y avait aussi un autre élément peut-être en début des travaux où il y a eu un peu de doutes pour certains. C'est vrai que nous, on avait un peu, on va dire, les informations sur comment ça allait se passer. C'est quand, par exemple, on dit que chaque délégation devait dégager un porte-parole. Les gens craignaient que les autres membres des délégations ne soient comme des spectateurs et que c'est seulement au porte-parole de porter bien évidemment la parole. Et que, bon,
ça supputait dans tous les sens. Mais nous, on savait que la parole était libre, mais qu'à un moment donné, quand même, il fallait être organisé, qu'à des moments décisifs. Quand on se retire, par exemple, et qu'on revient, quand il y a suspension, on se retire, on revient, que ce soit, si c'est Marouf le porte-parole, qui porte la parole au lieu que ça aille dans tous les sens. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, peut-être, à côté duquel on passe, c'est le munici, ou plutôt, on va dire... La minutie. La minutie, pardon. Oui. La minutie, le raffinement avec lequel les choses ont été planifiées. À la fois dans le choix des éléments du présidium, les deux éléments qu'on a connus avant l'ajout et la désignation des autres. Avant le jour. Oui, bien évidemment. Vous paraissez un peu absent sur ce coup. Cette minutie-là, dans les détails, dans le choix, à la fois du timing, de l'organisation, c'était du génie en réalité. Autrement organisé, on aurait pu, on va dire, assister à autre chose en réalité. Donc, le planning, le choix de certains éléments ont pesé dans le succès de ce dialogue. Justement, parlant de l'organisation, vous parliez tout à l'heure de la sécurité qu'il y avait autour du Palais des Congrès. Dites-nous encore plus. Oui, la sécurité, comme à des grands événements comme ça, où le chef de l'État doit intervenir, je pense que tout était mis en place pour que tout reste dans l'ordre. Même le deuxième jour, le chef de l'État n'était pas là, mais quand même, il y avait la présence de la sécurité. Oui, il y avait donc, ce n'était pas uniquement pour le chef de l'État qu'il y avait cette organisation. Oui, mais les jours où il devait venir, c'était beaucoup plus renforcé, plus intense. Mais les jours où il ne devait pas venir, c'est diminué, c'est réduit, mais il y avait des militaires, des policiers à des points stratégiques autour du Palais des Congrès pour veiller au déplacement des personnes et des biens. Et je pense que tout était fait au millimètre près. C'était bien organisé en tout cas. Et même pour prouver qu'on est journaliste, il y a eu des badges spéciaux à cet effet. Exactement, des badges spéciaux. Si moi je débarque et je dis bon, moi je suis à télé et que je n'ai pas le badge, je n'ai pas assez. C'est ça. Exactement. Même les voitures n'arrivaient pas à rentrer sur l'esplanade des palais des congrès. Les voitures étaient garées bien après, devant. Et il y avait un bus qui vous amenait. Le bus vous amenait. On savait que vous étiez venu là pour cet événement. Mais ce que je voudrais peut-être dire, c'est que la DU2 n'était pas là, elle était absente. Il n'y a pas de petite formation politique, surtout avec la réforme du système partisan. Donc oui, ça, on ne peut pas dire que ça ne s'est pas fait ressentir, mais surtout elle n'était pas là, la DUD, mais les débats se sont bien passés. Mais je pense quand même qu'ils ont peut-être eu tort de ne pas être présents. Bon, on a vu les commentaires des politiques à ce sujet. Pourquoi moi je le dis? Parce que moi j'ai vu, c'est mon avis, je pense que vous avez vu, il faut aller discuter, il faut aller dialoguer pour maintenant donner vos préalables, pour dire ce que vous voulez après trouver peut-être parce que vous avez vu, le 5e point de l'ordre du jour, mesure d'apaisement des partis politiques. Ils avaient la possibilité de pénétrer. Très bien. Voilà, je crois qu'on va un peu marquer une pause, le temps de vous permettre de souffler, avec cette interview que vous avez réalisée avec plusieurs délégués qui étaient présents. Je crois que c'est Marouf qui, d'ailleurs, a tendu son micro. Il était beaucoup plus disponible pour ça, contrairement à Latif, qui, lui, était beaucoup plus au front, confiné. Allez, on va voir un peu certains délégués qui se sont prononcés, justement, au micro de Marouf, et on revient pour la suite. Il nous fallait discuter parce que quand vous écoutez, il y a beaucoup d'incompréhension. Des choses qui sont faites et à cause de la méfiance, l'autre n'était pas là, n'a pas compris et puis se radicalise. Nous sommes dans un système où tout le monde a regretté que tout le monde ne puisse pas participer au récent processus électoral. Ça a été source de frustration, source de cristallisation. Alors, donc, on se devait de se parler afin que demain, dès lors que vous êtes un parti régulièrement constitué, que vous ayez la faculté de vous présenter. Quitte à ce que les règles du jeu vous éliminent demain. On s'est globalement entendu. Puisque de toutes les façons, nous ne sommes pas venus à une négociation, c'est un dialogue. Nous avons pu discuter. Et nous avons vu que ça nous a manqué, le fait de n'avoir pas discuté a fait entretenir dans nos têtes des méfiances, des écarts, et que le dialogue a permis de conjurer. Moi, personnellement, je suis sortie de cette salle à Ragayadi après les 3 jours parce que le chef de l'État a vu juste en nous rassemblant ici pour ce dialogue-là. Et dans la salle, l'ambiance était vraiment conviviale.
Il n'y avait pas d'opposants ni de mouvanciers, on était tous ensemble, on avait échangé, on avait fait des recommandations. Donc maintenant c'est au chef de l'État de voir ce qu'il peut prendre dans nos recommandations pour pouvoir véritablement faire baisser la crise. Voilà, bon, il n'y a pas de crise en tant que telle parce que nous sommes tous béninois et ce qui prime là c'est le Bénin. Je pense que nous venons de montrer que le dialogue a des vertus et que lorsqu'on pose un problème, quelle que soit la nature du problème, ce n'est que le dialogue qui puisse permettre de trouver des solutions. Davantage, lorsque le problème est politique, le dialogue s'impose. Durant ces 3 jours de travaux, vous avez bien vu le président de la République, il était ému parce que ça a réussi. Il y a eu une réussite donc, pendant ces 3 jours. Il y a eu de convergence de vues, plus de convergence que de divergence. L'ambiance, au départ, c'était tendu, c'était très très tendu. Mais à la fin, c'était décontracté. D'ailleurs, vous avez vu, le président de la République a salué tout le monde, que de la mouvance et de l'opposition. Et il y a eu des acclamations. Nous étions contents. La crise, c'est la mère de l'évolution de toutes les sociétés. Il faut juste que nous ayons le courage, l'audace d'encadrer la crise pour en faire advenir les possibilités les plus émancipatrices pour notre pays. Je crois qu'au cours de ce dialogue, c'est ce à quoi nous nous sommes attelés. On a voulu donner de nouvelles perspectives. Non seulement régler la situation, mais ensuite ouvrir les portes de l'avenir, d'un avenir plus rayonnant pour notre pays. Mais nous avons essayé de mettre au-dessus le rassemblement pour la nation, de mettre au-dessus des divisions partisanes le rassemblement pour notre nation. Donc voilà, c'était une bonne ambiance. On a un sentiment d'avoir accompli un devoir national. Ce fut dans une ambiance de bonne courtoisie, et je dirais même une ambiance bon enfant que les forces politiques ont pu échanger. Vous connaissez les Béninois avec cette caractéristique. On peut ne pas être d'accord sur des choses. On a les mots truculents, les mots durs, les mots esquis pour dire les choses. Et quand parfois on ne s'entend pas, aussi on peut ne pas être bien compris. Bref, tout s'est bien passé. Vous pouvez constater qu'aucune force politique ne s'est retirée, par exemple, lors des échanges. Et aucune force politique n'a dit tant qu'on n'a pas fait ceci, je ne participe plus aux travaux. Et donc c'est une avancée majeure. Donc voilà. Mais Dieu dans sa miséricorde, on a pu raccorder les violons. Et nous nous sommes entendus sur l'essentiel. Et je crois qu'il revient au chef de l'État de voir ce que nous avons proposé et de prendre des décisions en conséquence pour que la tension et violence soient désamorcées. Le dialogue était indispensable. C'est vrai qu'au départ, par rapport à l'organisation des thèmes de référence, nous n'avions pas vu clair dedans, mais nous avions compris que pour ce dialogue, les organisateurs n'ont pas voulu arrêter un ordre du jour préétabli. Ils ont voulu que ce soit les délégués eux-mêmes qui décident des sujets à aborder. Et je crois que, tirant le son du discours d'ouverture du chef de l'État, ce sont les délégués eux-mêmes qui ont arrêté les points de l'ordre du jour, qui en ont discuté, qui ont fait des suggestions. Et notre souhait, c'est de voir dans les prochains jours le chef de l'État prendre en compte ces suggestions-là pour que vraiment le pays se calme un peu et que nous puissions repartir sur de nouvelles bases. Et je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait une décrispation de la situation politique et de la situation sociale dans notre pays. Je pense que toutes les propositions que nous avions faites vont dans ce sens-là. Personne ne s'attendait à ce que nous finissions les travaux ici comme cela. Et je pense que ça fait grandir donc notre nation. Les impressions sont assez bonnes, naturellement. C'est d'abord l'ambiance. Vous voyez, ça pourrait finir autrement. Mais ça a fini par des mots d'encouragement, de courtoisie, de convivialité. Ça prouve que les Béninois n'ont pas changé. Le génie béninois a parlé encore une fois. Voilà, on a suivi un peu quelques délégués qui ont parlé pêle-mêle au micro de Marouf Abila Boussari. Marouf, dans quelles circonstances négociez-vous ces invités-là ou ces intervenants? Ils sortaient et je les prenais comme ça. J'allais directement les voir, je leur posais la question et ils étaient ouverts, ils répondaient. Mais l'objectif pour moi, c'était d'avoir le plus
le plus grand nombre, en fait. Il y avait plusieurs caméras et je me suis donné le défi personnel. Deux caméras déjà? Deux, mais télé avant, ouais, deux caméras. Mais M. Latifou était à l'intérieur et c'est moi qui gérais oui. l'esplanade. Donc, l'objectif pour moi, c'était d'avoir le plus grand nombre. Et tout ça, ça allait de gauche, ça allait à droite, et il y avait plusieurs autres caméras des confrères des chaînes béninoises et internationales également. Donc, pour moi, c'était d'avoir le plus grand nombre. Et quand je finissais, je fais l'effort d'être court pour pouvoir avoir le plus grand nombre. Je leur pose la question, la bonne question, la question qui peut regrouper tout ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'on voulait comprendre à travers ces assises? C'est d'abord les grandes conclusions, mais également les impressions. Donc, il fallait les manager, savoir couper et passer à une autre personnalité, un autre délégué. Comment es-tu arrivé à dénicher ces têtes d'affiche-là? Parce que les ordres à la datine, c'est pas évident de les avoir comme ça. Exactement. À des événements comme ça, le journaliste, lorsqu'il est présent, il regarde d'abord tous ceux qui sont présents et note les personnalités qui pourraient donner un poids à son reportage, donner un poids à tout ce qu'il va faire sur le terrain. Donc, pour moi, quand ils étaient déjà venus, j'ai déjà noté les personnalités que je devais prendre. J'ai fait l'effort, il faut dire, j'ai fait l'effort de prendre le président de l'Assemblée nationale. Il a fallu qu'on me dise non, il n'y a pas d'interview à faire. Sinon, je me suis dit, après quand même le président a parlé son discours, il fallait quand même prendre la deuxième personnalité du pays. Mais j'ai fait l'effort, mais le protocole a dit qu'il n'y avait pas d'interview et bon, il fallait respecter les consignes pour également passer les autres jours. C'est ça. Latifou lui faisait quoi à ce moment-là? Oui, en fait, quand vous descendez en réalité, comme je le disais, il y avait ce problème de finition au niveau surtout du son. Quand on descend à ce niveau, on attrape aussi on va dire les chemises des politiques, mais cette fois-ci pas pour les interviewer, mais pour les arracher ce qu'ils ne peuvent pas donner à Maroufou. Certains éléments qui vous mettent en sécurité parce que vous allez dire peu. Ayant entendu que vous avez été averti sur beaucoup. Donc, bien évidemment, que quand on descend en réalité, il y a la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire ce que les gens là peuvent dire devant la caméra, bien évidemment. Et ce que eux ils peuvent vous confier en privé, hors micro. Ça, c'est très clair. Ça, c'est un élément. Ensuite, il fallait aussi, parce qu'il faut, à la suite de votre émission, les téléspectateurs vont se rappeler qu'à chaque jour, on a tenu quand même des émissions. Donc, il fallait courir, caler avec les membres des autres équipes, bien évidemment, caler, les supplier parfois, mais on va dire rassurer souvent les gens pour qu'ils puissent passer, après avoir fait toute une journée de négociations, de discussions de l'autre côté, passer, être sur les plateaux. Donc, il y avait vraiment des chats à fouetter et ensemble, on les a bien. Il y avait aussi ce parti-là, parti Flamme Renouvelée, qui n'était pas connu de tous les Béninois. Et il fallait vraiment chercher où se trouve le parti. Mais où se trouve le parti Flamme Renouvelée avant, finalement, on a eu son président, Gilbert Eda. Vous avez dû poser la question peut-être à plus d'une vingtaine de délégués. Effectivement, c'est vrai que ce parti-là, dans l'ombre de tous les bruits, est quand même parti, est arrivé à se conformer et que effectivement, on manquait de visage. On connaissait le nom, mais on manquait de visage. Exactement. Fort de ce dialogue-là, on a découvert par exemple Gilbert, je crois, Gilbert, et puis il y a aussi à Javon, Gabriel, je crois c'est le vice-président. Donc de plus en plus on commence pas à fixer donc les visages sur ce parti-là qui quand même sans doute comme les autres partis va occuper la scène et être connu de tout le monde. Alors messieurs, vous aviez deux caméras sur le terrain, Jean-Marie Kedolou et Paul Estessa aussi, qui étaient à vos côtés évidemment pour servir. Comment est-ce que vous arriviez à ramener les images en temps réel, puisque le dialogue s'est étendu sur 3 jours, la télévision n'attendra pas à la fin de ce dialogue, le 3e jour, pour montrer l'image, encore moins la fin de la journée, il fallait aussi continuer à diffuser les images. Déjà dans le journal de 13h. Comment est-ce que ça se fait ça s'est très bien passé, il faut dire que le dispositif au Palais des Congrès, c'était bien, mais le dispositif à l'interne également était impeccable, je pense. Donc, à chaque fois qu'on finissait, 30 minutes avant la fin, moi, par exemple, je savais que, bon, quand je finis de prendre cet intervenant, ce délégué, je vais partir dans 15 minutes. Donc, j'appelle en même temps le conducteur qui est déjà là, il est prêt
Et en même temps, quand je finis, on rentre dans la voiture et on revient à la base, monter rapidement pour que ça puisse passer à temps et que les téléspectateurs puissent avoir l'information. Et retourner encore sur le terrain. Et retourner rapidement sur le terrain. C'était ça. Et vous avez également parlé des cadreurs parce que c'est une équipe, il faut le dire. Évidemment. Si eux-mêmes n'étaient pas disponibles, je pense que le travail ne sera peut-être pas fait comme on le voulait. Parce qu'à chaque fois que un délégué venait et qu'on dit allons prendre ça, ça courait dans tous les sens et franchement, ces cadres-là, il faut vraiment comment ça a été possible? Oui. Non, ça c'est le dispositif et le dispositif mis en place par les responsables bien évidemment, à savoir la logistique et tout le reste. Pour ce qui concerne le travail fait, est-ce que c'était de qualité ou est-ce que les maroufs ont été impeccables? Ça c'est aux téléspectateurs et peut-être aux responsables de le dire. Mais ceci dit, il y avait quand même une certaine, on va dire, un certain engouement au niveau de la presse locale et internationale qui obligeait en réalité à se surpasser. Ce qu'on pourrait appeler par exemple une anecdote, c'est quand le rapporteur s'installe pour sa conférence d'après clôture du dialogue, quand toutes les caméras s'installent et qu'on installe les micros, il demande, mais c'est vrai qu'il y a des télévisions étrangères, mais au Bénin, il y a combien de télévisions? Bien en blaguant. Il a posé la question. Il a posé la question. Donc, pour dire comment il y avait, on va dire, cette fixation-là de toute la République, mais de tout ce que la République avait pour prendre les images, cette fixation-là sur le palais des congrès, c'était énorme. Il y avait vraiment beaucoup de... Non, il y avait tout ce qu'il pouvait avoir comme télévision en ligne, comme agence de communication, comme photographe, mais il y avait tout ce que nous avons comme médias au Bénin, au niveau africain et même au-delà, France 24 et tout le reste concurrent au niveau de l'espace. Donc, je pense que cette mobilisation, cette disposition générale, ce dispositif général-là, quand vous êtes envoyé, vous vous dites, c'est soit je me surpasse ou carrément je m'écrase, quoi. Donc, je pense qu'il y a eu ces éléments-là aussi qui ont fouetté, qui ont fait en sorte que chacun s'y est mis. Après, bien évidemment, les grands événements, ça fait monter l'adrénaline. C'est comme les grands matchs pour les joueurs, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas les cadres sur ce plateau pour leur poser la question là directement, mais Marouf, comment est-ce que ça s'est passé, la collaboration entre les cadres? Parce qu'il faut avoir un bon emplacement pour essayer d'avoir un bon plan. C'est ça. Chez nous-mêmes, on n'avait pas d'emplacement. L'esplanade était notre emplacement. C'était plus simple. C'était plus simple. Je pense que c'est chez... Vous étiez avec qui d'abord? Moi, j'étais avec Jean-Marie Pedou. Jean-Marie était à l'intérieur avec Latifou Boni. Moi, j'étais avec Jean-Marie Pedou. Il faut dire qu'on a véritablement occupé l'esplanade. On allait de gauche à droite et c'était dynamique et à chaque fois, il répondait et il était présent. Je vais même vous raconter, le ministre, par exemple, on a eu à prendre une fois, le ministre... de la justice. Mais il était là comme ministre chargé des relations avec les institutions. Donc c'est ça que je voulais dire. Le ministre chargé des relations avec les institutions, il était déjà rentré dans son véhicule et il partait. Il a fallu courir. Lui dit, bon, monsieur le ministre, on veut cette interview. Il a ouvert sa portière, il nous a accordé l'interview. Donc il fallait être présent, dynamique et observer également l'observation. Pour résumer, tout était dans l'organisation. Voilà. Il fallait dans la tête avoir un mental de résistant pour pouvoir y faire face. Et je pense que quand vous êtes organisé, ça pourrait y aller. Bon, à certaines choses aussi, il y a le passé parfois qui influence pour un militaire comme Maoufou. Le dispositif militaire ne dissuade pas. Ceci dit, il y a aussi que les gens y suivent, hein, les autorités, les Béninois suivent les médias. Ils savent ce que chacun fait. Et ce que le média est, ce que le média fait, en est parfois pour beaucoup dans notre facilité à accéder aux gens. Je pense que voir un ministre à 19h passé, 20h passé, qui démarre avec les agendas que ces messieurs peuvent avoir et arrêter la course de son véhicule, qu'il baisse et qu'il vous accorde 2 minutes, ça signifie beaucoup pour l'engagement éditorial, mais on va dire l'engagement dans le sacrifice que
que la chaîne dans son ensemble en fait fait. Donc je pense qu'on a été récompensé aussi par cette image-là que les Béninois ont du média. Il n'y a pas que ça. Anecdote aussi, le rapporteur facilitateur général, quand il démarre sa conférence de presse, il salue tout le monde. Vous parlez du rapporteur, pardon, c'est ça? Non, le facilitateur, le modérateur, le facilitateur général. Quand ils ont fini de mettre fin donc, au dialogue qui a été clôturé par le chef de l'État. Donc, quand il voulait faire sa conférence de presse, il salue tout le monde. Il salue d'abord l'effort des journalistes pour tout. Et puis, il salue spécifiquement un journaliste qu'il fixe, qu'il regarde, qu'il a l'habitude de voir dans les réseaux sociaux, dans les éléments de mise en ligne dans les réseaux sociaux, sur un petit écran qui de plus en plus commence pas à être grand. Et ce journaliste, c'est l'un des journalistes de la boîte. Donc, ces éléments-là... En clair, Latif Boni. Donc, ces éléments-là, en réalité, vous accompagnent. Cette notoriété de plus en plus retrouvée par le média, ce positionnement national de plus en plus incontestable par le média, ça facilite un certain nombre de travail. Donc finalement, cette couverture-là, c'est pas un génie pour Marouf ni pour que ce soit, mais je pense qu'il y a une part de ce qu'est devenu aujourd'hui E-Télé. C'est pas un média comme hier. Vous allez tendre le micro, on va dire c'est quoi ça, vous venez d'où. Il y a ça en réalité qui a concouru à tout ce qu'on a eu dans le déploiement et dans le travail qui a eu lieu les 3 jours. C'est ça. Bon, c'est vrai que lorsqu'on nous voit à la télévision, les techniciens sont pour beaucoup. D'ailleurs, ce sont eux qui nous montrent, ce sont eux qui font, on va dire, le grand travail. La technique, c'est sur ça que repose la télévision. Et lorsqu'on va sur des événements, surtout en posture de Latif Boni, ce sont surtout les cadres qui sont en vue. Dans la salle, par exemple. Les journalistes, on ne sait même pas qui est le journaliste de la chaîne, mais on voit peut-être le logo de la chaîne qui est sur la caméra. On se dit, ben voilà, la caméra de E-Télé, ainsi de suite. Comment est-ce que vous arrivez après à vous montrer aux politiques, surtout dans des conditions où ce n'est que le cadre qu'on voit? Parfois même des autorités veulent bien parler à la chaîne et on s'adresse au cadre. Comment on se fait remarquer? Les cadres sont vus sur le terrain, mais ils ont un autre désavantage. Nous, on a un autre avantage, c'est que Marouf fait quand même le 19h et que parfois il est au 13h. Et que pour certaines occasions, comme c'est le cas aujourd'hui, il est en débat. Les gens suivent. Et donc, il y a surtout le monde politique. Ils connaissent les journalistes politiques. Et je pense que de plus en plus, on peut se réclamer on va dire de cette partie-là du monde des médias, le journalisme politique. Donc je pense que parfois, moi je suis surpris de la façon dont même sans micro, les gens vous adressent le petit salut. Voilà, ils vous identifient. Donc une fois encore, ça fait partie de ce qu'est le média aujourd'hui. Gilles Christ, vous ne pouvez plus passer facilement inaperçu. Et c'est en réalité... Je ne vous raconte pas mes expériences journalières. Bon, voilà. En circulation. Voilà, donc je pense que de plus en plus, ce sont des éléments dont les éléments de E-Télé prennent compte, tiennent compte. Et donc, ça facilite aussi la tâche, surtout quand il s'agit des politiques, parce que la médiatisation en est beaucoup dans leur positionnement aussi. Et tout à l'heure, vous parliez des médias étrangers et sur ce dialogue-là. Quelle était la collaboration avec la presse nationale et ceux-là? Si c'est à moi la question, moi, je pense que de tout temps, moi j'ai eu la facilité à collaborer et surtout aussi la facilité, on va dire, à être ensemble avec, je ne sais pas, c'est peut-être à cause de mon tempérament, mais j'ai toujours eu de facilité, que ce soit les médias internationaux présents ici ou parfois même les médias qui quittent pour des événements exceptionnels. J'ai eu cette facilité. La collaboration, oui, très, très bonne. Africa 24, France 24, on se rend compte. En plus, nous maîtrisons mieux. Bon, pour la dernière fois, j'ai vu plus Africa, les 224. Les 224, non. Je pense que ce sont des amis, des jeunes comme nous, relativement comme nous. Donc, ça passe, le message, ou plutôt la discussion passe vite et mieux. Les gens savent que dans la couverture nationale, dans le traitement au Bénin de ce qui est politique, on est plus dedans, on a plus de contacts. Justement, ça les amène à vous poser quelques questions. Bien évidemment. Parfois, oui, il y a certains qui demandaient et
demandaient par exemple l'identité de certains délégués parce qu'ils ne sont pas tenus ils ne connaissaient pas peut-être le délégué dont ils se renseignaient. Mais il faut noter également que la collaboration, il y avait une bonne collaboration. Vous commencez une interview, ils se rejoignent, ils viennent, ils accompagnent, ils posent même des ils se joignent à nous, ils posent même des questions. Donc c'était une bonne collaboration, seulement que chacun a son angle de traitement, chacun a sa ligne et le journaliste. Ses objectifs aussi. Vous avez un cahier de charge en quittant la rédaction. Vous avez votre tâche à accomplir. Exactement. Donc il fallait orienter les questions pour obtenir ce que nous voulons et faire notre reportage comme cela se doit. Donc c'était en gros une bonne collaboration. Mais maintenant pour revenir à l'identité des journalistes, comment les journalistes arrivent à se faire identifier par les politiques, il faut dire que les journalistes politiques sont facilement détectables, facilement reconnaissables. Et il faut également ajouter au-delà de ça, je suis allé plus loin, mais plus exactement, le micro, le macaron du micro, lorsque vous le tenez et qu'un délégué vous voit, il sait que... C'est un passeport. Hein. Voilà, c'est un passeport. Lui, il est de telle chaîne de télévision, il est de ETD. Et il y a certains même qui posent la question. Je vous raconte par exemple, l'ancien président de l'Assemblée nationale, il dit qu'on l'a volé. Oui. ETD? J'ai dit oui, c'est ETD. Il dit, oui, d'accord, vous voulez. Et je lui ai posé la question, il a répondu, même l'ancien président Mathurin Kofi-Nago. Donc, c'était vraiment formidable, c'était ouvert. Donc, on a pu faire le travail avec dans une bonne ambiance et tout est allé. Et c'est même allé plus vite que prévu, parce que tout venait. Oui, c'est pour ça que je parlais de la notoriété. Pas un moment, c'est eux qui vous interpellent. Oui. Exactement, il y a ça aussi. Quand vous êtes perdu dans la recherche, c'est eux qui vous interpellent. Et télé, subtilement, comme si c'est juste pour vous saluer, mais en réalité, vous partagez le message. Il y avait aussi ces délégués qui n'étaient pas... il fallait trouver le mot juste pour leur faire parler. Par exemple, je vous raconte, il y avait l'ancien ministre Djimba et l'honorable Kassa qui étaient debout. Les deux, l'honorable Kassa était un peu réticent. Et j'ai donc commencé par le ministre Djimba. Le ministre Djimba aussi, mais il a commencé, il a pris. Et il a dit pourquoi ils sont là, il a développé, il a argumenté. Et j'ai dit... Honorable Kassa, le cheval cabré était à l'heure. Il a souri. En fait, les autres n'étaient pas à l'heure. Ils étaient venus après l'ouverture. J'ai dit, mais pourtant, le cheval cabré était à l'heure. Ils ont mis et il était obligé de répondre. C'est ça. Bon, mais dans tout ça, comment est-ce que vous arriviez aussi à subvenir à certains besoins fondamentaux? Manger, par exemple, ou je ne sais pas, pour la tifou, aller aux toilettes, par exemple. Comment est-ce que ça se faisait, ça? C'est peut-être anecdotique, mais moi, on veut savoir aussi. Moi, je pense que tout est psychologique. Oui. Pour moi, je me suis dit, il fallait... Vous passez toute la journée sans manger, par exemple? Quand je me lève le matin, je me chauffe un café. Donc, je reste dedans. Et c'est psychologique. Je sais que j'ai un travail à faire, un travail d'urgence à faire. Donc, je me prépare en conséquence. Donc, bizarrement, il y avait aussi cet engouement où, lorsque vous commencez par travailler, tous ces besoins ne se font pas ressentir. Donc, ce n'est qu'après, au repos, quand vous allez commencer par vous reposer, que vous allez sentir, il faut que j'aille faire tant, il faut que j'aille faire tant. Alors que quand vous êtes dans le sujet, quand vous êtes en train de travailler, quand vous êtes sur le terrain, je pense qu'on ne pense pas à ça. Et l'engouement que vous avez pour le travail, pour pouvoir faire un travail apprécié, vous amène à vous donner. Et tout ça, ça vient en second plan. Et je pense que ça s'est bien passé. Je n'ai pas eu... une envie, oui, mais c'était bien après, au retour peut-être, parce que tout est psychologique, c'était psychologique. Moi, je ne vais pas parler de mon régime alimentaire, non, je vais parler spécifiquement du cas du palais des congrès, bien évidemment, qu'il n'y a plus de vie là-bas, comme je l'ai dit, c'est en réflexion, il n'y a plus d'événements, donc ne vous attendez pas à voir les vendeuses ou revendeuses de sandwichs et autres. Donc, effectivement, une fois que vous y allez, si c'est pour toute la journée, ça voudra dire que vous allez faire carême. Et puis, il y avait cette pluie-là aussi qui ne facilitait pas la tâche. Donc, bien évidemment que on jeûnait pratiquement. Et c'est comme Marouf l'a dit, il y avait à faire. Psychologiquement, on était astreint à vraiment être, on va dire, concentré. Et donc, ça se passait de l'envie en réalité de se restaurer. Donc, je pense que tout homme
tout homme a ces occasions-là où psychologiquement, mentalement, il est plus que rassasié. Et donc, ça arrive. En tout cas, pour nos journalistes, c'est vraiment fréquent. Et cette couverture-là était une de ces occasions-là où manger n'était pas la priorité, sauf quand on a fini peut-être de rendre le 19h. Mais il y avait des pauses café, non? Pas pour les journalistes. Pas pour les journalistes. Ah, d'accord. Pas pour les journalistes. Même les acteurs politiques en suspension dans l'après-midi quittaient parfois l'endroit pour aller ailleurs, donc pour leur poser. Donc, je pense que c'était pas pour les journalistes. Donc, c'est comme je disais, on est habitué. Tout ceci se résume en un mot, l'engagement et le sacrifice. En deux mots, je vais dire. Oui, voilà. Oui, vous avez dit, peut-être il fallait ajouter l'engouement. Oui, elle a dit. Ça fera 3. Oui, mais le troisième jour, je pense avoir vu un cocktail, mais c'était pas pour les journalistes. Pour les journalistes. Les délégués allaient revenir. Oui. Bon, voilà, c'est un peu la récréation sur la causerie aujourd'hui avec nos reporters qui nous disent tout, qui nous racontent certaines histoires peut-être qu'on ne peut pas raconter à l'occasion du journal. Bien sûr, une édition solennelle, mais on va dire, une avant-dernière question avant que vous ne puissiez vous prononcer peut-être sur le fond. Bon, personne ne nous suit, surtout pas les responsables de la chaîne. Y avait-il eu des pressions extraordinaires venant de la base, par exemple, de part et d'autre, Marouf? Et à mon côté... Le directeur ne nous écoute pas. Je pense qu'il n'y avait pas des pressions. Nous-mêmes, nous sommes... Des sentiments d'insatisfaction venant de la base où on se remet en cause sur le terrain en se disant, qu'est-ce que je dois encore faire davantage? Je pense que nous avons la chance d'avoir un directeur qui sait donner les ordres. Oui. Donc, lorsque vous recevez, il vous suffit juste de savoir l'appliquer et je pense que la collaboration sera parfaite. Ça a été comment dans le cas d'espèce? Oui. En fait, les ordres ont été donnés et nous les avons appliqués. Oui. Donc, il n'y avait pas de pression. Donc, faire ce que doit. Je pense que tout se remet, tout se résume là. Non, moi j'avais la chance de me soustraire des pressions parce que je n'étais pas joignable. Voilà. Donc, pour le reste, effectivement, c'est comme... Et c'est sans compter avec Théodule qui était sur le terrain. Il coordonne un peu. Non, c'était pourri. Non, il n'y avait pas de pression parce que cet événement a été minutieusement préparé pratiquement pendant au moins 2 jours, plusieurs réunions, plusieurs séances, donc d'orientation, si vous voulez même des rencontres qui vont au-delà d'ici pour préparer. Parce que, il faut le dire, quand il y a un événement présidentiel, une fois encore, tout est prévu d'avance, on a des rencontres d'orientation, on savait un peu ce que serait le terrain. Là, ce qui était inconnu de nous, c'est l'état d'âme des participants, leur ouverture. Donc, cet élément acquis une fois, le reste n'était donc que facile. Il y avait des orientations, on les appliquait, on était tranquille. Ceci dit, se remettre en cause, oui, ça c'est ce qui fait que la plupart des journalistes sont issureux. On est souvent dans l'adrénaline et le stress parce qu'il faut se remettre en cause, non pas parce qu'il y a quelqu'un à satisfaire, mais parce que de toutes les façons, vous avez la concurrence au bout du nez. Et donc, ça, bien évidemment, on en parle aujourd'hui, pas que nous sommes satisfaits. Il y a pas mal d'éléments sur lesquels on a voulu faire plus. Et donc, je pense que votre occasion que vous nous donnez pour qu'on puisse débriefer les 3 jours, c'est pas une occasion d'autosatisfaction, juste dire comment ça s'est passé. Et le journalisme ne donne pas souvent les occasions de s'applaudir. C'est ça. Bon, voilà. On va regarder une fois encore le matinal de ce lundi, le journal Le Matinal, notre quotidien partenaire que nous avions vu juste après le journal. D'ailleurs, Lali Sossou, vous nous aidez à découvrir quelques titres. On va prendre l'avis de nos différents reporters. Voilà, fin du dialogue politique, talon en commande de bord. En commandant de bord. En commandant de bord, voilà, j'y arriverai. Non, si je peux y aller avant Marouf, dire que oui,
C'était un commandant de bord parce que, imaginez, et c'est un titre imagé, métaphorique. Et donc, d'ailleurs, on voit l'image illustrative à la une de ce journal, le chef de l'État dans sa démarche présidentielle, on va dire. Imaginez effectivement, pour coller à l'image de la une, imaginez le palais de congrès comme un bateau. Imaginez-le ce jeudi-là matin. Et imaginez le chef de l'État avec tout un autre discours. La BAC, ça chavire, tout simplement. Mais le commandant de bord, quand il est venu s'installer, quand il a pris la cabine, donc nous sommes toujours dans l'imagination, a donné le ton, a donné l'orientation et tout le reste, c'était sur, c'est-à-dire le bateau était sur autocommande, quoi. Je pense qu'il n'y a pas meilleur titre, meilleure une que ça. C'était la boîte, c'était le bateau, c'était le bord, le palais des congrès. Et effectivement, sans le chef de l'État et son discours, ça aurait pu chavirer. Oui, Maroufou. Oui, je pense que tout est le nœud même de la réussite de ce dialogue politique. C'était le discours du chef de l'État qui a donné les objectifs, les orientations, qui a vraiment pu donner, inculquer à ses délégués ce qu'il faut faire pour sortir véritablement de cette crise post-électorale. En commandant de bord, oui, il était. Parce qu'il a su ajuster les boutons, il a su ajuster les manivelles pour que ça démarre. Mais justement, le journal aussi qui nous propose une réflexion sur le facilitateur général, le professeur Dorothée Sosa, et justement parle du poids de l'expérience dans la facilitation. Bon, de votre position de reporter, avez-vous assisté à ces instants-là d'échauffourée verbale, si on va le dire ici, puisque c'était des acteurs politiques, et comment avez-vous vu faire le facilitateur Latif aussi? Non, de notre position, c'était pas, on n'avait pas accès, mais bien évidemment qu'à chaque, on va dire, à chaque instant, on avait des retours. Tout le monde avait dans la salle, je veux dire, même les plus anciens, Nicolas Olé, Mathieu Kofinago et autres, et donc les plus jeunes avaient du respect pour Dorothée Sosa. Et aussi, je pense qu'ils ont raison d'avoir du respect pour lui, parce que il avait ce fil-là qui n'a jamais lâché. Mes gars, messieurs, notre responsabilité, ce ne sont pas les positions. Ce n'est pas une question de posture. Le Bénin, la responsabilité, le discours du chef de l'État. Le Bénin, la responsabilité, le discours du chef de l'État. Et si on parle, si le quotidien parle de l'expérience, ce n'est pas parce qu'il a bien suggéré d'abord, mais ensuite c'est parce qu'il est expérimenté, professeur, ancien ministre à au moins 2 reprises, ensuite aussi fonctionnaire à l'international. Donc je pense que c'est juste un moment qui nous permet de nous rappeler que le Bénin a des valeurs, dont Dorothée Sosa. C'est ça. Oui, je pense exactement. Et c'était même un personnage neutre. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Moi, je pense lui avoir posé la question, comment il se sent dans sa posture de facilitateur à ses assises. Là, il m'a dit, tout a été facilité par le discours du chef de l'État. Donc, lui-même, il a dit. Il a dit. Je l'ai interviewé, il a dit, tout a été facilité par le discours. D'où alors Talon Tout rejoint Talon en commandant de bord. Voilà. Ben voilà, merci messieurs pour l'exercice que vous avez donc auquel vous vous êtes adonné pendant ces 3 jours. Et ça, c'est sans oublier aussi les émissions spéciales conduites chaque soir par Latif Boni à 21h. D'abord Latif qui nous a dit tout à l'heure que c'est sur le terrain qu'il négociait d'ailleurs les invités, mais il fallait aussi avoir le temps de préparer cette émission-là. Compte tenu de ce que vous avez vu, entendu sur le terrain, c'était pas trop difficile, non Latif? Pas trop difficile. Le plus dur, c'est cette incertitude des invités qui parfois même, les téléspectateurs ont dû le voir, qui parfois font des infidélités pour ne pas dire qu'ils ne respectaient pas leurs paroles données. Donc ça, c'était le plus dur. Cette incertitude-là, l'attente, mais ce doute-là, ça c'est pesant. Pour le reste, oui, comme on suivait pratiquement à la minute près, on savait les questions qu'il fallait poser à la mesure de ce qui pouvait être servi à la population. C'est ça.